Alors que nos démocraties africaines semblent frappées structurellement d'infirmités idéologiques et qu'il est impossible de situer les partis politiques africains sur l'axe gauche-droite traditionnel, de les rassembler selon des clivages partisans, progressistes versus conservateurs, mon invité de ce nouveau numéro de décryptage entend réhabiliter les idées, les idéologies dans la vie politique togolaise. D'abord parce qu'il pense que la politique est une question de confrontation d'idées sur une échelle de représentation et un échiquier de valeurs. Ensuite, parce qu'il défend une option politique qui est la social-démocratie, l'autre nom du socialisme et de la gauche. Laurent Lawson est le fondateur et le leader du Parti social-démocrate togolais PSDT. C'est un politique suédo-togolais qui a expérimenté la démocratie scandinave, rêve de faire du Togo la Suède de l'Afrique. Avec lui, nous allons tenter de comprendre les ressorts et les évolutions de cette catégorie idéologique particulière, ainsi que les articulations entre les idées et le combat politique. Merci à vous, Monsieur Laurent Lawson, d'avoir accepté notre invitation de participer à l'émission Décryptage. Essayons de faire un travail de retour en arrière un petit peu pour ce qui concerne le système politique togolais. Il y a eu un moment fondateur. C'est-à-dire que le système politique a pour matrice la période pré-indépendance, la période qu'on a dit le moment de lutte pour les indépendances en Afrique, où on a vu se structurer autour de cet enjeu-là de conquête de la liberté deux courants politiques majeurs que sont les progressistes, incarnés par le PTP, le Parti togolais du progrès de Nicolas Grunitzky, et l'UCPN, l'Union des chefs et populations du Nord, face au CUT, le mouvement nationaliste incarné par le CUT de Sylvanus Olympio ou la Juventus par exemple. Voilà, deux partis qui ont été déterminants dans cette lutte-là. La distinction entre les deux partis, c'était une question de rythme. Les progressistes voulaient aller progressivement, lentement à l'indépendance, alors que les nationalistes voulaient réclamer l'indépendance immédiate. Mais par la suite, après les indépendances, on a eu un épisode, un moment qui a été très difficile pour les idées. C'est la période de la dictature où on a mis en place un parti unique, une pensée monolithique, un creuset national. Le RPT se définissait comme tel. Et au tournant des années 90, un autre épisode s'est mis en place avec le retour, le renouveau démocratique, le déverrouillage total du système politique, la restauration du pluralisme et tout. Maintenant, qu'est-ce qui fait que dans ce récit historique que je viens de faire, par exemple, les idées se soient perdues en chemin? Parce qu'au départ, il y avait des idées. Oui, bien sûr. Merci d'avoir m'invité, de m'avoir invité ici cet après-midi. Je voudrais tout simplement dire que nos grands-parents, nos oncles, ont vraiment lutté pour la vraie démocratie et plus précisément la vraie indépendance. Là, c'était des luttes d'idées et une libération sincère de façon à ce qu'on quitte le joug de l'impérialisme. Et nous sommes indépendants depuis le 27 avril 1960. Après le 27 avril 1960, 2 années et quelques, nous avons connu le premier coup d'État sanglant de l'Afrique, et plus précisément de l'Afrique de l'Ouest. Et là, c'est l'avènement du président, nous avons connu Grunitzky, un petit bout de temps de son passage, et ensuite un autre coup d'État. De 63 à 67. Hein. Oui, de 67, oui, d'accord. On peut le dire, d'autant plus que l'événement, c'est-à-dire la période de Grunitzky a été toujours couronnée ou bien présidée toujours par l'impérialisme. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, malgré qu'on était indépendant, l'indépendance s'était arrêtée le 13 janvier 1963. Et maintenant, c'est l'arrivée au pouvoir du feu président Eyadema, donc qui complètement, il a dissout complètement les partis politiques. Mais est-ce que cette dissolution-là n'était pas inévitable? Quand on sait par exemple que on ne peut pas être progressiste et nationaliste, indépendantiste, après qu'on ait obtenu l'indépendance? Non, moi je ne pense pas. Est-ce que ce n'était pas juste une obsolescence temporelle? C'est possible, mais par contre, on peut penser que dans l'avenir, ils peuvent changer les données politiques qu'ils avaient dans ce temps-là. Mais on ne méritait pas un coup d'État. Ah ben c'est là le problème.
Changer les données politiques, c'est différent. On va pas refaire l'histoire du Togo, mais voilà. C'est-à-dire qu'on essaie de repenser cette période-là à travers le prisme des idées politiques qui étaient sur le marché à cette époque. Et on se rend compte que voilà, le mouvement progressiste a fait des enfants probablement. C'est peut-être le RPT par la suite, après les années 90 par exemple. Je ne pense pas. Au fond, le substrat idéologique de ces partis politiques, là, de ces familles de pensée-là, est-ce que c'est pas frappé, je le disais tout à l'heure, d'obsolescence? Parce que quand on se structure pour lutter ou pour maintenir l'impérialisme, quand l'impérialiste s'en va, normalement, automatiquement, ces structurations-là se dissolvent. Oui, mais je pense que ça n'a pas existé non plus. Ça n'existait plus en ce temps-là. Ça n'existait plus. Ce n'était pas ça, d'ailleurs, qui a mené le coup d'État. Non, du tout. Il y a d'autres ambitions derrière. Et je ne voulais pas non plus revenir en arrière pour parler des ambitions qui ont causé ou bien qui ont eu à amener le Togo à ce coup d'État-là. Là, sincèrement, sinon, nous allons rentrer dans de vrais débats pour qu'au moins qu'on éclaircisse un peu mieux. Est-ce que c'est parce que ces partis-là, par exemple, n'ont pas su se réadapter à la nouvelle donne, par exemple? C'est-à-dire que, voilà, quand la colonisation cesse, c'est une nouvelle donne qui s'offre. C'est un nouveau jeu politique qui est ouvert avec des partis qui auraient pu s'affronter sur un marché des idées, par exemple. Quand on se rend compte dans les années 90, pour sortir de la période coloniale, au moment du déverrouillage, après le vent de l'Est, la démocratie, discours de la Baule et toute l'histoire, et les partis n'arrivent pas à se réorganiser. Les partis naissants, là, n'ont pas pu se structurer idéologiquement. Justement, puisque la lutte vers la démocratie était une lutte des rues populaires, tout simplement pour revendiquer la démocratie. On n'était pas sincèrement prêt à la démocratie. Il faut qu'on soit sincère, qu'on soit honnête. Je vais vous dire que cette lutte, moi, je le voyais d'une autre façon. Ce n'était pas à cette façon-là, hein, et aujourd'hui, nous voici devant des faits accomplis. Sincèrement, parce que... Aujourd'hui, on a le recul pour en juger. Bien sûr, je faisais partie au moins des tout premiers ou bien du groupe, le tout petit groupe qui disait non, notre démocratie devrait être négociée et non chasser des hommes pour avoir une démocratie. Du tout. La démocratie ne se donne pas effectivement sur un plateau d'or. Il faut lutter pour l'avoir. Même les Français ont lutté pour avoir la démocratie, le monde entier a lutté pour... Mais déjà, nous avons des institutions qui sont déjà là, qui peuvent au moins nous amener à une démocratie paisible. Bon, de toutes les façons, nous avons connu la lutte populaire, nous sommes passés par les rues pour obtenir la démocratie et plus précisément le multipartisme. Maintenant, quel genre de multipartisme nous avons? C'est là la question. Il aurait fallu que l'Assemblée constituante de l'époque installe le bipartisme, installe, je ne sais pas, une certaine organisation de la vie politique, plutôt que de laisser tout en friche. Oui, bon, mais mal organisé. Ça, il faut le reconnaître. Parce que malgré que nous avions organisé au moins une vie d'ensemble où nous parlons d'Assemblée nationale, nous avons nommé des hommes et des femmes, mais ça n'a pas été effectivement ce que cela devrait être. Sinon, ça nous a conduit encore dans des problèmes, et ces problèmes perdurent jusqu'à ce jour. Sinon, si nous voyons dans tout cela, en cette période, nous avons créé des partis, parce que nous voulons créer des partis politiques, et ces partis politiques, nous les avons créés, d'abord, c'est des partis de famille, c'est des partis de frères et de sœurs. Tribalisme. Tribalisme, voilà. Et nous avons en face de nous un parti politique, le RPT, qui, voilà, à l'époque, bien enraciné. Hein, donc, c'est devenu tout un problème pour le Togolais d'arriver au bout d'un changement que le Togolais voulait en ce temps. Alors, monsieur Lawson, quelle est la fonction fondamentale d'une idéologie politique? C'est juste... Oui, vous savez, on ne peut pas faire partie d'un parti politique ou bien jouer un jeu politique dans un pays, dans une nation, sans avoir l'idéologie de parti. Quand moi je suis rentré au Togo en 2005, pour une première fois, dont j'ai tenu ma première conférence sur le Togo en juin 2005, je parlais déjà de la social-démocratie et je parlais déjà de l'inexistence de l'idéologie politique au Togo.
Mais je pensais que pendant ces temps-là déjà, nos partis politiques qui existaient auraient pu penser à s'organiser en partis politiques d'idéologie. Mais ça n'a pas été le cas jusqu'en 2008. Donc je disais que j'ai eu à fonctionner avec des partis politiques qui sont aujourd'hui sur le terrain, mais pas un visage couvert, mais bien sûr, ils savent que je mène des actions, mais je n'étais pas membre d'aucun parti politique. Donc, je le faisais en sorte que ces partis politiques s'organisent. J'invitais même des partis politiques en Suède pour voir comment les choses se passent, de façon à ce que ces partis s'organisent. Mais pour ce qui s'en inspire. Voilà, ça n'a pas été le cas. Une idéologie politique, c'est une boussole politique et un programme de changement de la société. Est-ce que cette définition vous va? Ah oui, ça me va. C'est dans ce cadre-là que nous avons voulu maintenant s'organiser. Et vous, votre et boussole, nous avons fait venir aujourd'hui la social-démocratie. Votre boussole penche à gauche pour la social-démocratie. Qu'est-ce que c'est que la social-démocratie, nous sommes de la gauche. La gauche comprend la social-démocratie, le socialisme, qui rassemble aussi en son sein certaines branches, certains courants. Nous avons les communistes, qui sont aussi de la gauche, et ainsi de suite. Bon, nous appelons des fois des gauches-gauches, les radicaux, que nous appelons des gauches-gauches, extrême-gauche, tout cela qui rassemble la gauche. Nous avons la droite. Donc, nous avons aussi la droite. Vous êtes plutôt de centre-gauche. Nous sommes du centre-gauche. Nous ne sommes pas des socialistes, mais nous faisons la même chose. Parce que, vous savez, le socialisme qui va contre la richesse, et surtout, il prône beaucoup à nationaliser la richesse, mais le socialisme prône la richesse et va avec l'économie pour pouvoir les partager avec ceux qui n'en ont pas. Donc, je vais peut-être dire un peu, nous éclairer un peu en ce qui concerne la social-démocratie. Alors, ce terme qui revêt plusieurs significations, et on peut penser spontanément à l'Allemagne, qui est un pays social-démocratie. Oui, la PSD voilà, et le PSD. La PSD. Mais il faut d'abord regarder très loin en arrière. Alors, la social-démocratie désigne un courant politique réformiste, voulant instaurer le socialisme par voie démocratique prônant l'économie mixte entre économie de marché réglementée et dirigisme planifié. Historiquement, après la grande rupture de 1917, la social-démocratie s'oppose au communisme. Et bien sûr que les communistes aussi sont de la gauche. Mais ils sont plus dirigistes. Non. Ils sont contre la propriété privée. Voilà. C'est la différence entre le communisme et la social-démocratie. Et la social-démocratie et la gauche, c'est-à-dire aussi le socialisme. Alors, donc, et accepte la démocratie pluraliste. Ces caractéristiques sont les suivantes. Nous avons la démocratie politique, le pluralisme politique et social, keynésianisme ou néo-keynésianisme, c'est-à-dire l'État impulse l'initiative privée. L'initiative privée. C'est là que je disais que nous sommes pour l'économie, nous sommes pour le... D'accord. Voilà, pour la finance. Politique, monétaire et budgétaire laxiste. Importance de la protection sociale et de l'État-providence. Rôle de l'État face à l'économie du marché pour répondre aux revendications sociales. Alors, la social-démocratie est passée du stade de théorie politique à celui d'organisation réelle de la société à partir des années 1920. C'est en Suède qu'elle a trouvé s'accomplir avec le plus de force dans la durée. Et ce qui veut dire que dans la durée d'existence au pouvoir, la social-démocratie suédoise a gouverné plus de 60 ans, au-delà de 70 ans, et qui même a gouverné plus de 29 ans successivement échelonné, que personne n'a réussi à faire, d'autant plus que leur politique sociale est tellement avancée dans le temps que finalement, à chaque élection, malgré qu'ils ont des élections, ils ont toujours gagné. Alors, est-ce que c'est un parti, on va dire que c'est un parti qui a le monopole du cœur? Non, du tout. Pourquoi monopoliseur? Monopole du cœur. Ah, monopole du cœur, là, d'accord. C'est-à-dire que vous êtes plus sensible à la douleur. À la douleur de la population, accompagner les gens. Les exclus, accompagner Voilà, ce que nous appelons souvent du berceau à la tombe.
Et jusqu'à ce jour, c'est du berceau à la tombe. Malgré qu'on dit que ça ne va plus, je pense qu'aucun gouvernement ne peut arriver en Suède aujourd'hui et arrêter ce système justice sociale que la Suède a installé. Et ça là, cette justice sociale installée est installée par les sociodémocrates de la Suède. Quand nous prenons cette sociale, nous avons la sécurité sociale. La façon dont la sécurité sociale est conduite en Suède, je vais vous dire que c'est spécial. Et si nous avons aussi l'assurance, comment assurer tout un peuple, travailleur ou pas travailleur, vous êtes assuré jusqu'à votre mort. Donc, quelque part, il y a un système très avancé et très poussé, malgré que la droite, puisque vous savez, le monde évolue. On ne peut plus rester dans ce qui est conçu depuis les 1920 et autres, jusqu'à présent, 2015 quand même, c'est trop. Et puis le monde évolue de jour en jour, il faut changer aussi les données politiques. Il faut changer de logiciel. Voilà, il faut changer de logiciel, merci. Alors donc, nous pensons que le temps est venu, effectivement, de changer le logiciel, ce que nous sommes en train de faire. Sinon, nous avons changé pas mal de procédures, c'est-à-dire de système, au sein du Parti social-démocrate de la Suède. Mais moi, ce que je compte faire, c'est que... Pour le Togo, voilà, je viens au fait avec... Alors que le terrain est vierge, il n'y a pas grand-chose de faire. Le terrain est sincèrement vierge. Il faut recommencer à zéro. Voilà. Il faut reprendre tout à zéro. Qu'est-ce que vous ferez à la place de ceux qui sont en place aujourd'hui? Oui, d'abord, c'est vrai, nous sommes des sociodémocrates, c'est ce que nous avons installé. Nous sommes installés comme les socialistes, comme les sociodémocrates, et nous avons un programme bien défini. D'abord, nous avons étudié la social-démocratie suédoise. Et nous voulons maintenant adapter, nous sommes en train d'adapter cette social-démocratie suédoise. Est-ce que c'est adaptable? Oui, mais c'est adaptable. Expliquez-nous. Comment comptez-vous prendre? C'est adaptable. C'est adaptable à notre réalité. Voilà. Vous savez, on ne peut pas comparer l'économie togolaise à l'économie suédoise. Ce n'est pas possible. Mais c'est vraiment adaptable et faisable. Alors, si nous prenons nos impôts, si vraiment nos impôts sont bien dirigés, je pense que nous avons suffisamment de sous. Est-ce que vous avez les chiffres, par exemple, en ce qui concerne les impôts, et vous avez les ordres de grandeur qui vous permettent d'extrapoler tout ça? Je ne veux même pas... L'assiette fiscale est très faible, parce que, par exemple, les citoyens ordinaires ne payent pas d'impôts, c'est juste... Bien sûr, je ne veux pas prendre les chiffres de l'OTR aujourd'hui, mais le système que nous voulons mettre en place. C'est vrai, nous avons les impôts. Ça, c'est une obligation. Il faut payer le socle de votre politique. Ah ouais, ça, tout le monde, politique fiscale tout le monde, sans exception, doit payer des impôts. Ça, il n'y a rien à faire. Même les impôts sur les habitations, les impôts, vous allez les payer sans exception. Vous allez faire peur à beaucoup de Togolais parce que la taxe sur l'habitation... Non, c'est parce qu'on n'explique pas à la population... On explique à la population la valeur... Alors, expliquez-nous en quoi la taxe sur l'habitation est très utile pour l'économie d'un pays. C'est très utile, d'autant puisque, par exemple, quand nous prenons par exemple l'électrification des rues, qui va payer les taxes? Aujourd'hui, la CET a des problèmes. Le gouvernement a des problèmes pour régler ses factures. Où est-ce que le gouvernement va trouver de l'argent pour les régler? Sinon, on n'a qu'à éteindre les lumières et puis on n'a qu'à rester dans l'obscurité. Mais ce qui est sûr, c'est que en allant vers la population, lui expliquer le but précis de cette taxe, ce que ça peut faire, je vous assure que la population n'hésitera pas à payer. C'est la même chose dans ces pays développés. On nous explique, on vous dit ce que l'argent là doit faire. Et on nous rend compte de ce que ça a fait. On nous dit ce que ça a fait. Et le compte est là. Il suffit d'aller sur ton ordinateur, tu tapes le code, tu as tout ce que l'État a dépensé sur toi. La transparence également. La transparence, c'est ça qui donne. La transparence, la gestion, ça encourage les citoyens à payer les impôts. À payer les impôts. Alors, quand nous quittons ces impôts, vous savez, nos banques, nos sociétés que nous avons, est-ce que ces sociétés payent vraiment leurs taxes, leurs impôts? Et quand l'OTR est arrivé, nous avons vu combien ils ont récupéré par le passé. Et puis, il y a la malgérance aussi de nos produits. Si nous prenons aujourd'hui la société de phosphate, depuis des années que cette société existe, la société-là n'a pas construit des locations, c'est-à-dire de location à moyen
modéré pour la population. Mais ce sont ces sociétés qui doivent construire ces maisons, ces habitations, du logement social. Ces habitations, ces logements sociaux. Ce sont eux qui doivent le faire et louer. Et ça, d'abord, tourne encore pour leur avantage. Et avec ça, aujourd'hui, quand la société a de problèmes, la société va se référer à sa banque, va se référer à son assurance pour encore remonter l'économie de cette société. Ce que le Togo n'a jamais fait. Nous avons la CET. Pendant des dizaines d'années, cette CET n'a rien fait au Togo. Nous avons la Régie des eaux. Nous avons 2 sociétés, en pleine société au Togo, qui n'ont même pas contribué. Prenons le cas de, comment appelle-t-on, la loterie nationale. Tout au moins la loterie nationale. Avec ce que la loterie nationale ramasse comme des impôts ou bien comme des gains, qu'est-ce qu'ils font avec? Nous quittons là, nous avons Togo Télécom et Togo Télécel. Mais non, quand même, on a de l'argent. Je nous dis qu'on a de l'argent pour assurer la vie des Togolais. Si nous quittons tout ça, nous avons la procédure de trouver encore de l'argent auprès des Togolais. On va le déposer dans une banque pour une année bien déterminée et ça va fructifier. Et avec ça, là, nous allons payer, nous allons trouver des salaires dedans pour les fonctionnaires, pour les enseignants, les médecins et aussi faire l'école gratuite pour nos enfants. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous possédons notre système pour rendre, c'est-à-dire ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, mais dommage, nous ne pouvons pas mettre tout aujourd'hui à la face de nos adversaires, mais quand nous serons en campagne, j'aurais aimé qu'on revienne sur ces plateaux, que chaque candidat dise comment est-ce qu'ils vont faire pour trouver de l'argent pour payer le social dans ce pays. Le gouvernement a dit qu'ils vont construire des écoles de proximité pour les enfants. Je nous dis, je parie qu'on me dise combien d'écoles ils ont construit depuis qu'ils sont revenus au pouvoir après les élections de 2015. Non, du tout. Ils ont parlé de la gratuité des autres écoles. Non, ça n'existe pas. Parce que... Mais il y a des projets un peu partout Quels sont ces projets? Le gouvernement prend de l'initiative. Peut-être qu'il ne communique pas assez sur ces initiatives. Mais non, ils n'ont qu'à communiquer. Si vraiment les initiatives existent, ils n'ont qu'à communiquer. On ne fait pas d'initiatives cachées. Tout ce qui est initiative et qui est réalisable ou qui se réalise doit se voir. On a un projet comment on appelle, la vision 2030, où se trouve cette vision 2030. Parce qu'on n'a pas prévu d'économie, on n'a pas prévu de l'argent, on n'a même pas les moyens de financer la vision 2030. Donc c'est comme si cette vision est partie au panier. Sinon, on nous dit, quand je pose la question, oui, celui-là qui pilotait la vision n'est plus là. Mais alors, nous sommes un pays, nous avons des institutions. Donc si lui n'est pas là, il y a quelqu'un d'autre qui peut reprendre au moins ce projet et puis conduire le projet. Donc quelque part, je nous dis que nous avons une vision précise pour cette nation en tant qu'un parti social-démocrate. Nous avons une vision précise et nous sommes prêts à mettre ces visions à la disposition des Togolais chaque temps qu'on est en face de notre peuple. Nous sommes prêts à leur faire comprendre cette vérité et nos visions sont claires et nettes. Nos enfants. L'une des critiques qu'on fait à la social-démocratie et par extension à toute la gauche, c'est d'être dans la redistribution, dans le social, trop dans le social. Voyez-vous, de redistribuer des richesses, d'égaliser les conditions, d'essayer de rendre les inégalités soutenables. Mais la gauche n'a pas le monopole de la création de richesses. Qu'est-ce que vous comptez faire dans ce domaine pour créer concrètement? Parce que tout à l'heure, vous parlez de politique fiscale, vous parlez de taxes, vous parlez que de taxes. Concrètement, quelles sont vos mesures pour l'économie, par exemple? Nous soutenons les entreprises. En injectant également de l'argent? En injectant également de l'argent dans ces industries, à se développer, à employer les hommes et les femmes. Dans les sociétés privées, encourager la jeunesse, encourager les initiatives privées. Et je pense que si nous allons dans ces pays, vous allez voir que les hommes politiques ou bien le parti politique qui encourage la jeunesse
à sortir de la pauvreté, c'est le socialisme ou bien la social-démocratie. Dans les pays où la social-démocratie est effectivement appliquée, souvent a donné trop de subventions, a trop donné d'assistance à cette jeunesse-là, la droite traditionnelle les accuse d'être un peu dans l'assistanat. Oui, mais c'est très bien, la droite fait quoi? La droite ne fait que faire l'économie pour les mêmes personnes. Et en ce temps, ils se distribuent les ressources, les dividendes. C'est ça qu'ils distribuent. Et quand vous distribuez ces dividendes, au même moment, vous ne voulez pas payer les fonctionnaires ou bien les travailleurs. C'est ça, il y a ce problème-là en France aujourd'hui. Il y a ce problème en France, moi je me souviens, écoutez, ce n'est pas bien, ça ne doit pas se faire, mais il s'est fait que les employés de l'Air France ont dû déchirer, ils ont déchiré la chemise de leur DG. Tout simplement parce qu'ils sont dépassés. Dépassés parce que oui, mais le gouvernement en place est un gouvernement de gauche. Hein. Il faut dire que François Hollande est un président de gauche, du Parti socialiste. Il se revendiquait à une certaine époque de la social-démocratie. François Hollande est en train de mener, c'est-à-dire une politique faite, sincère, mais que les Français n'arrivent pas à comprendre. Il a dit qu'il va réduire la dette française. Mais vous allez nous dire, depuis, ça a commencé. Et quand il fait tout ça, on ne dit rien. Il fallait l'équilibre budgétaire. Bien sûr, ce qu'il une politique d'austérité assez drastique. Ce qu'il est en train de faire, et d'ailleurs, c'est ce que font toujours aussi les socialistes. Rétablir l'équilibre des finances. Voilà. Et ce que fait la social-démocratie. Quand il y a dette dans une nation, vous allez voir qu'une fois que les socialistes et les social-démocrates sont là, pour eux, c'est de rétablir maintenant l'économie en place. Revenons sur un cas pratique, sur le Togo par exemple. Qu'est-ce que vous comptez faire par exemple pour l'emploi des jeunes? On sait qu'il y a trop de jeunes au chômage dans ce pays, les taux sont faramineux, on est autour des 25, 26, voire au-delà de %. En tout cas, qu'est-ce que vous comptez, la social-démocratie propose comme solution contre le chômage des jeunes? La création des emplois. Vous savez, d'abord, il faut encourager les sociétés à créer des emplois. Sociétés privées comme publiques? Des privés comme publics. Est-ce que nous avons des sociétés publiques? Tout ce que nous avons... Vous parliez tout à l'heure de... Oui, c'est ça que j'ai dit. Est-ce que ces sociétés engagent qui? C'est le fleuron de l'économie togolaise. Ces sociétés engagent qui? Ces sociétés engagent des familles. C'est une société familiale, au fait, finalement, si on va parler de ces sociétés. Dommage, il faut quand même qu'on soit correct et honnête. C'est vrai. Maintenant, si ces sociétés doivent fonctionner, et si on va injecter maintenant de l'argent dans ces sociétés pour engager la jeunesse togolaise, mais il faut que ce soit sincère. Nous, si nous sommes au pouvoir, nous allons reprendre ces sociétés, redynamiser la société, et non que cette société soit une société de famille, et pour faire profiter certaines personnes. Et ils savent, ceux qui sont là, ceux qui gouvernent, c'est-à-dire ceux qui gouvernent et cette société, c'est-à-dire qui dirigent cette société, savent comment. J'ai reçu des gens de ces sociétés. Je discute avec les ouvriers. J'ai discuté avec un qui travaille là, qui est même membre du parti. Mais écoutez, les Marocains qui sont là, mais j'ai des rapports de ces Marocains. Alors, quand ces hommes et ces femmes étrangers qui viennent utiliser nos frères, nos enfants, nos soeurs, nos femmes, et prennent d'eux les revenus pour les renvoyer chez eux, ou bien ils mènent une vie à 200% de la vie que mènent les ouvriers qui sont là. Alors, M. Lawson. Mais nous, au PSDT, nous allons remettre en place ce système de façon à ce que tout le monde puisse bénéficier des rejetons de ces sociétés publiques que nous disons. Maintenant, injecter de l'argent dans les sociétés privées, organiser les sociétés privées, parce que nos sociétés privées aussi ne sont pas organisées ici. Nos entreprises ne sont pas organisées. De façon, quand nous parlons de ce projet de 2030, il faut construire des logements pour la jeunesse, non seulement pour les étudiants, nous avons les fonctionnaires, nous avons les médecins, les enseignants qui n'ont pas où se loger. Eh bien, on peut aussi organiser ces sociétés privées en les aidant. Par exemple, si vous venez au pouvoir, est-ce que vous allez donner un coup de pouce au SMIC, par exemple? Et à combien le porterez-vous?
À combien? Le porterez-vous, le SMIC par exemple? Est-ce que vous pensez qu'avec un SMIC qui tourne en dessous de voilà, 40 000 francs CFA, un SMIC de 35 000 francs, on peut avoir... un SMIC de 35 000 francs, c'est dommage. Le marché là, que l'homme, le gars qui gagne 35 000, la femme qui gagne 35 000, va dans le même marché que d'abord le député qui gagne 1 million et quelques. Et maintenant, le ministre qui gagne, je ne sais pas quoi, le président de la République qui gagne, je ne sais pas quoi, mais on va dans le même marché. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on se dise, est-ce que 35 000 francs, et en plus, on ne paye pas les 35 000 francs à cette population, à ces gens-là. Il y en a qui sont encore à 20 000. Ah mais non, ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil. Ce qui veut dire, quand nous prenons les 35 000, le gars va prendre un taxi ou bien des millions de chez lui au boulot. Il ne rentre pas à midi. Hein. Il reste dans un coin quelque part, il dort et il se réveille, il remonte à 14h30 et il sort maintenant, il va aller à la maison. Oui, mais où est-ce qu'on va trouver de l'argent pour augmenter les gens? Si on paie les gens autant, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de moyen d'augmenter, de multiplier par 2 ou par 10 le SMIC. Où on trouve les moyens pour payer tous les autres là? Où on a trouvé des moyens pour doubler les salaires comment appelle-t-on, de ceux qui sont en Assemblée nationale? Où on a trouvé des moyens? Ils sont pas trop nombreux. Ah bon, ils ne sont pas trop nombreux. Je pense que si on prend ces moyens, les voitures qu'on les a touchées, c'est de l'argent. Vous savez, moi, président de cette République, aucun de l'Assemblée n'aura pas une voiture. Non, ils vont s'acheter leur voiture. Ils n'ont qu'à aller acheter des voitures parce qu'ils sont payés. Ah mais non, si on va acheter des voitures, dans 5 ans qu'on va acheter des voitures, vous savez ce que ça coûte? Oui, mais tous les députés de l'Assemblée ne sont pas véhiculés. Une seule personne peut être véhiculée. C'est le président de l'Assemblée nationale. Oui, c'est le cas. Non. Ce que j'aurais appris, je n'ai pas vérifié, mais je sais, parce que les patrons des groupes parlementaires ont touché de voitures. Ah ben oui, ce qui doit être impossible. Une fois que tu travailles, tu gagnes le salaire, tu dois t'acheter une voiture. Un. Deuxièmement, tous les 4x4 là qu'ils ont achetés dans tous les ministères, les directeurs de cabinet, les directeurs et tout, vont utiliser des 4x4. Ils ne travaillent pas, ils ne gagnent pas de l'argent. Et en plus, quand vous prenez tout ça là, et puis vous dites qu'on n'a pas de l'argent, on met de l'essence dedans. L'usure de la voiture, les chauffeurs, et tout ça là, c'est de l'argent. Et ils prennent des bons d'essence. Eh bien, il y a une seule personne peut avoir 4 voitures. 4 voitures. Et vous allez nous dire qu'on n'a pas de l'argent? Non, quand même, je nous en prie. Je pense que nous devons revoir tout ça. Et c'est là la social-démocratie. Aujourd'hui, je ne sais pas le régime que nous avons en place, si c'est un régime de la droite ou un régime capitaliste, il n'y a pas de problème, ils peuvent le faire. Mais alors, quand nous serons au pouvoir en tant que social-démocratie, nous allons rectifier. Dernière question, M. Laurent Lawson, pour terminer cette émission. Quelles sont vos stratégies politiques concrètes de conquête du pouvoir, par exemple? Parce que est-ce que vous allez vous mettre avec d'autres acteurs qu'on appelle de l'opposition, qui n'ont pas fait leur coming out idéologique comme vous le faites aujourd'hui? Et comment est-ce que tout ça va se structurer très vite? Parce que non, je peux nous dire que je ne suis pas prêt à composer avec un parti politique. Non, pas prêt. Parce que je pense que nous voulons faire cavalier seul en attendant pour pouvoir mesurer notre capacité et savoir comment aller. Et si nous allons coopérer avec des gens, il faut que ces gens-là soient définis. Il faut qu'on nous dise où ils se trouvent. S'ils se trouvent à la gauche, à un moment donné, si nous voyons que seul, comme cavalier seul, on ne peut pas, et que nous pouvons composer avec des gens, on le fera. Mais pas composer parce qu'on veut composer. On ne compose pas parce qu'on compose sur une base saine, sur des propositions concrètes. Vous voyez là. Même s'il faut aller avec un parti politique qui se dit parti politique de la droite, mais c'est des conventions qu'on signe. Vous savez, la politique, c'est un jeu. Ça ne veut pas dire que si je suis de la gauche, et à un moment donné, nous avons un seul intérêt. L'intérêt, c'est la nation togolaise. Et il faut quand même qu'on aille ensemble pour défendre certains sujets de la nation. Le Parti social-démocrate du Togo ne se voit pas impossible de coopérer avec ceux-là qui ont la force, avec qui on peut aller ensemble pour défendre les intérêts de cette nation. Ça veut dire
Si le gouvernement en place... L'intérêt de la nation, Monsieur Laurent Lawson, oui. c'est le mot qu'on va retenir. L'intérêt de la nation. Pour finir cette émission. Ah ouais. Merci à vous, Monsieur Laurent Lawson, d'avoir participé à ce numéro de décryptage. Je rappelle que vous êtes un homme politique togolo-suédois. Hein. Vous avez la double nationalité. Oui. Vous êtes le patron du Parti social-démocrate togolais. C'est donc la fin de ce numéro de décryptage. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie durant les 30 dernières minutes. À très bientôt.